Bonjour mes très chers auditeurs, on est ravis de vous retrouver sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un outil qui fait de plus en plus parler de lui, c'est celui de la communication non violente. Et donc pour en parler avec beauté, on a le plaisir d'avoir dans ce studio Diane Baran, donc qui est formatrice en communication et en relations humaines et qui utilise évidemment l'outil de communication non violente. Bonjour Diane, bienvenue sur Radio Médecine Douce. Bonjour Nathalie, je suis très contente d'être là et de te rencontrer aussi. Alors on va peut-être être un petit peu des Gandhiennes aujourd'hui parce qu'on va être des porte-parole de la paix. On va donner des outils aux gens pour finalement entretenir des relations dans la communication évidemment, mais des relations humaines de paix. En fait, je crois que c'est quelque chose qui est très important pour toi. On en parlait il y a quelques minutes. Depuis quand tu te sens porteuse comme ça de ce message de paix ? Écoute, j'ai rencontré le fondateur de la communication non violente, Marshall Rosenberg, il y a environ 14 ans. Et j'étudiais à Montréal à ce moment-là. Et lorsque je l'ai rencontré, il faisait un stage sur la communication non violente. Et lorsque j'ai vu l'impact de cet outil sur les gens, la transformation que ça a eu, je me suis dit mais je peux pas faire autre chose dans ma vie quoi. C'était tellement fort pour moi, ça a été une telle révélation et donc voilà, depuis j'ai appris moi-même cet outil et je l'utilise au quotidien, vraiment au quotidien encore aujourd'hui et maintenant je le transmets et quand je vois en fait des résultats que ça a sur les gens et à quel point les gens du coup maintenant ont des résultats concrets dans leurs relations, que ce soit avec eux-mêmes, avec les autres, comment ils apprennent à gérer les conflits, comment maintenant ils utilisent un peu plus la médiation, l'accueil de leurs émotions, l'empathie, apprendre à s'exprimer avec authenticité, apprendre à guérir les blessures du passé, tout ça avec la communication non violente. Donc je me dis, effectivement, il y a du potentiel. Alors, est-ce que toi, à l'époque où tu as fait cette rencontre avec la communication non violente, tu rencontrais des problèmes de communication avec les gens autour de toi ? Oui, complètement. Ouais. Déjà, j'étais dans une forme de victime en fait, où je me positionnais comme victime. J'avais du mal à sentir ou à être en connexion avec mes sentiments. Donc j'étais beaucoup dans le jugement en fait, dans le jugement envers moi-même, dans le jugement envers les autres, parce que au-delà de ça, j'étais déconnectée de ce qui était authentique pour moi, c'est-à-dire comment je me sens et de mes besoins aussi, et encore plus d'apprendre à faire des demandes concrètes, donc qui me sortent de cette victimisation. Et donc petit à petit, j'ai déjà compris que derrière tout jugement, en fait, chaque jugement, c'est l'expression tragique pour exprimer, si tu veux, chaque jugement, oui, est l'expression tragique de nos besoins inconscients. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on n'arrive pas à mettre de mots, à identifier nos besoins, on va utiliser des stratégies un peu tragiques, si tu veux, pour pouvoir exprimer en fait ce besoin. Et donc pour moi ça a été une grande révélation en fait de voir que à chaque fois que j'arrive pas à identifier mon besoin, il y a une part de moi qui me fait soit je me fais violence, soit je fais violence aux autres. Et donc ça a été un grand pas dans la prise de conscience et dans la responsabilisation de mes besoins et comment je peux faire des demandes, des demandes à moi-même ou aux autres pour aller nourrir ces besoins. Ou soit les deux, finalement. Tu parles d'une violence que l'on a pour les autres, mais que l'on a avant tout vis-à-vis de soi. Est-ce que quand on juge quelqu'un, est-ce qu'on n'est pas là aussi en train de s'envoyer finalement de la colère et de la haine ? Bien sûr, c'est clair que c'est déjà ce chemin de transformation, pour moi, il est déjà... bien sûr qu'avec l'autre, du coup, il va y avoir une forme de pardon, mais surtout, le plus important, c'est de pouvoir être en paix avec soi. Voilà. Donc, le résultat, l'impact, il est déjà sur soi, c'est d'être en paix. Mais tu sais, en allant beaucoup plus loin, je sais plus où est-ce que j'ai entendu cet exemple-là, mais je crois qu'une personne qui arrivait en thérapie, il me semble que c'était le thérapeute qui m'en parlait, une personne qui l'a reçue après, c'était un militaire qui avait fait la guerre et qui avait tué le premier homme de toute sa carrière de militaire, alors je sais plus dans quel pays, et donc quand il est allé voir son thérapeute et qu'ils ont travaillé sur ce traumatisme, il lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé en toi lorsque tu as tué cet homme ? Et il lui a dit c'est comme si j'avais une partie de moi qui mourait.
Et donc je pense que, alors évidemment c'est un exemple très fort mais qui est très parlant, parce que voilà, c'est comme on le disait avec la communication, eh bien ce qu'on envoie aux autres, ce n'est que le reflet d'un mal-être intérieur. Peut-être que l'idée avant tout et de la communication non violente, c'est de savoir communiquer avec soi. Est-ce que ça représente un peu les fondements lorsque tu commences à te former? Écoute, je dirais que oui, effectivement, c'est la première étape. La première étape, c'est déjà de se donner de l'auto-empathie, d'accord? Donc, par exemple, quelqu'un va m'envoyer un jugement, et par exemple, toi, je vais arriver 20 minutes en retard, par exemple, à l'émission de radio, et tu vas me dire, écoute, Diane, franchement, voilà, j'ai pas que ça à faire, t'aurais pu être là à l'heure, d'accord? Et donc, je vais recevoir ça, et donc nos mécanismes, les premiers mécanismes, c'est déjà soit, je vais retourner ce message-là contre moi, et ça va être très très rapide, hein, mais je vais dire, oh là là, mais elle a vraiment raison, hein, j'arrive pas à être à l'heure, je serai jamais à l'heure, et de toute façon, voilà, je vais arrêter moi de voir les gens parce que de toute façon, j'arrive pas à changer mon comportement. Voilà, je suis nulle. Hein. Donc voilà, on va un peu se taper dessus, quoi. La deuxième réaction, ça va être de rentrer dans l'autre et de lui dire écoute, voilà, t'es un peu gonflé de me dire ça, on se connaît à peine, voilà, tu pourrais être un peu plus dans la délicatesse, quoi. D'accord? Donc là, je vais renvoyer en fait cette réactivité vers toi. Et donc pour moi, ce que j'ai appris avec la communication non violente, c'est de pouvoir déjà voir qu'est-ce que le message que me dit l'autre stimule chez moi. Et de voir que déjà, l'autre n'est jamais responsable de ce que je ressens. Ça, pour moi, c'est vraiment un postulat de base de la communication non violente. C'est de voir que toi, tu peux envoyer ce message à 3 personnes, les 3 personnes vont réagir de manière complètement différente, d'accord? Donc la responsabilisation de soi, c'est de voir déjà que peu importe ce que me dit l'autre, je suis responsable de la manière dont je réagis. Hein? Et qu'est-ce qui fait qu'on réagit d'une manière ou d'une autre? Je crois que c'est l'histoire personnelle, c'est les blessures, je pense que c'est beaucoup lié aux blessures en fait, à l'histoire personnelle, qui fait que à un moment donné, quand on a reçu des injonctions, des reproches, on va se fermer au lieu de transformer en fait ça, parce qu'à un moment donné, quand on est petit, souvent, on n'a pas les ressources intérieures pour transformer ce qui nous arrive, et puis on n'a pas non plus le soutien des personnes qui vont nous donner l'écoute empathique, la compassion dont on a besoin pour pouvoir accueillir en fait tout ça. Et donc c'est vrai que cette violence qu'on émet, qu'on exprime, ça fait des générations et des générations qu'on la vit. Hein. Donc nos parents aussi l'ont vécu, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un autre moyen pour recevoir les messages. Et l'auto-empathie dont je parlais en communication non violente, c'est déjà de faire un petit temps et de voir, mais qu'est-ce qui se passe pour moi quand je reçois un message comme ça? Et là, je pourrais dire, voilà, quand elle me dit, Diane, voilà, t'arrives 20 minutes en retard, écoute, moi, j'ai pas que ça à faire. Là, tout de suite, je me sens, et de prendre un temps d'accueillir réellement, avec authenticité, ce qui est vivant pour soi dans l'instant. Je me sens super gênée, je me sens inquiète aussi, parce que d'une part, j'ai vraiment besoin de contribuer, voilà, à une forme de sérénité pour l'autre, de bien-être, et puis aussi, je me sens inquiète parce que j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin d'être rassurée que ça va le faire, que tu vas. En tout cas, voilà, c'est pas tant de la sécurité, mais peut-être un besoin déjà de contribuer. De reconnaissance aussi. Est-ce que ça peut se jouer de considération, c'est ça, de considération, de respect. Voilà, je me sens triste parce que mon besoin de considération, de respect, il n'a pas été nourri, et aussi. Et aussi de contribution, du coup, au bien-être de l'autre. Donc ça, tu le mets en exergue une fois qu'il y a cet échange, parce que ça n'empêche pas, et j'imagine d'être formé à la communication non violente, qu'il y ait quand même des jugements, qu'on reçoive des jugements dans sa vie. Alors, bien sûr, moi, ce que je dis, c'est que la communication non violente, ça n'empêche pas les conflits. Moi, ça fait 14 ans que je me forme à ça, et j'ai encore des conflits, et je crois que j'en aurai toute ma vie, d'accord? Et donc, ce qui a été ma pépite, c'est de comprendre que déjà, les conflits, c'est pas mauvais en soi, d'accord? Les conflits, ce sera là toute notre vie, parce que dès lors qu'on est avec d'autres êtres humains,
voilà, il y a des désaccords, il y a des conflits, et en fait, c'est pas tant d'éradiquer les conflits, mais c'est d'apprendre à les embrasser. C'est d'apprendre à trouver des compétences relationnelles pour y faire face. C'est d'apprendre à les apprivoiser. Et pour moi, c'est ça qui est fascinant, en fait, c'est de voir que derrière la peur du conflit, il y a une pépite. C'est la pépite de la connexion à l'autre. C'est la pépite de la co-création, de la créativité qui va émerger de là lorsque moi, je vais prendre en compte les besoins de l'autre et lorsque l'autre va prendre en compte mes besoins. Et c'est dans cette danse du dialogue que du coup, de nouvelles stratégies, de nouvelles solutions vont émerger. Puis d'ailleurs, le conflit peut amener une meilleure compréhension de l'autre. Parfois, ça peut passer par là. Complètement. C'est-à-dire que si on avait eu cette altercation, entre guillemets, sur l'heure. Alors moi, je suis tout le temps en retard, donc c'est vrai que ton retard ne m'a pas dérangé parce qu'on prend un exemple réel. C'est-à-dire que je me permettrais pas déjà de juger quelque chose que je fais moi-même. Ouais. Et ça m'en fait oublier ma question. Mais le conflit, tu parlais du conflit? Oui, le conflit. Tu disais que ça permet de mieux connaître l'autre. Et effectivement, pour moi, le conflit, donc c'est soit on en a peur, et puis on va se déconnecter de l'autre et il va y avoir une séparation dans la relation, et c'est ce qui arrive très très fréquemment. Soit on va utiliser le conflit comme une opportunité de mieux connaître l'autre, de mieux se connaître dans les valeurs qui sont importantes pour soi, dans les valeurs qui sont importantes pour l'autre, et aussi du coup d'établir une qualité de connexion, une qualité de lien, une qualité de relation plus profonde. Et ce que je vois, c'est que les gens ont peur de l'intensité émotionnelle. Parce que, ils savent pas, ils ont peur que la colère, en fait, ça va être lié à une forme de manque d'amour, que les personnes, du coup, ça va couper la relation, qu'il va y avoir une rupture dans le lien affectif. Donc ça génère tellement de peur, en fait, le conflit, que les personnes, soit elles préfèrent s'en déconnecter, ou bien rentrer encore plus dans le conflit, parce qu'elles n'ont pas la confiance qu'elles vont pouvoir se détendre dans le conflit, et de pouvoir créer une véritable qualité du dialogue qui permette à l'autre d'être entendu, à soi-même de s'exprimer aussi, et de pouvoir danser là-dedans, comme un espèce de tango, en fait. Et puis, oui, ça doit créer des effets miroirs aussi. Il suffit que l'autre t'exprime là ce qu'il ressent dans l'instant pour que toi-même ça fasse peut-être écho à quelque chose. Comme on le disait, que ça amène une relation qui tout d'un coup prend un caractère plus profond aussi. Je crois que, alors tu le disais, oui, aujourd'hui on est peut-être dans une période où les gens ont envie d'aller vers plus d'authenticité, ou dans les échanges, on n'a plus très envie d'être dans le superflu. On a envie de tisser du lien, alors que ce soit pour une heure dans une vie, ou que ce soit pour plus auprès des gens qui nous accompagnent au quotidien. Voilà, je crois qu'il y a aussi cette nécessité aujourd'hui, parce que la violence, elle met à distance finalement. Le conflit, la violence ou le jugement, c'est des choses qui n'amènent jamais vers la profondeur. Non, qui amènent jamais vers une qualité de lien, vers une qualité de connexion. Et comme tu disais, je crois que c'est vraiment ça qu'on cherche aujourd'hui. C'est de pouvoir tisser cette qualité du lien, même lorsqu'il y a des difficultés, ou même lorsqu'il y a des différends. Et je crois que les gens recherchent beaucoup, en fait, cette connexion et cette qualité du lien, même si parfois, ils savent pas comment faire. Voilà. Et je crois que la communication et les compétences relationnelles, ça s'apprend. Et que les compétences relationnelles, pour moi, c'est à la fois pouvoir accueillir les émotions, peu importe leur intensité. C'est de pouvoir reformuler ces émotions à l'autre, ou d'accueillir les siennes propres. C'est de pouvoir faire le lien que chaque émotion, en fait, quand elle est agréable, c'est qu'il y a des besoins qui sont satisfaits. Et quand elles sont désagréables, c'est qu'il y a des besoins qui sont insatisfaits. Et pour moi, cette connexion, déjà, les gens ne savent pas que c'est profondément en lien. Les deux sont profondément en lien. Le sentiment qui est en lien avec le besoin, en fait. Alors, tu nous parlais de compétences relationnelles. On n'est peut-être pas tous logés à la même enseigne. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus rigides et d'autres qui sont dans la souplesse, qui savent beaucoup mieux s'adapter. Est-ce que tu remarques ça? Il y a des personnes avec qui, la communication va être tout de suite beaucoup plus simple, et pour d'autres,
voilà, ça va être plus compliqué à mettre en œuvre. Ben oui, c'est sûr qu'on n'est pas, bien sûr, on n'est pas égaux dans le sens où il y a l'éducation qui est là en jeu. Il y a aussi l'autorisation dans notre enfance. Est-ce que les émotions, elles ont été accueillies ou pas? Est-ce que on a pu dialoguer dans un échange ouvert et du coup qui a amené de la sécurité et de la confiance? Et donc moins il va y avoir ça, et plus les gens vont se fermer à ça. Et du coup, ils vont se déconnecter de leurs émotions, ils vont se déconnecter de leurs besoins, ils vont se déconnecter aussi d'une capacité à agir aussi pour nourrir leurs besoins. Et ensuite, ça va faire des personnes amères, ça va faire des personnes victimes, ça va faire des personnes qui sont en grande souffrance, quoi. Donc, il y a tout un travail de rééducation au niveau affectif, au niveau émotif, au niveau des besoins, au niveau de l'empathie à faire pour que vraiment il y ait cette fluidité qui puisse se manifester et s'expérimenter dans les relations. Parce que c'est vrai que c'est triste, il y a des personnes que l'on rencontre parfois, comme tu dis, on parle de personnes un peu aigries, mais il y a des gens qui se sont complètement repliés sur eux-mêmes, qui ne croient plus en l'humain, souvent, qui s'enferment, qui sont même parfois méchants avec les autres, mais en fait, finalement, dans une profonde souffrance intérieure. Clairement. Et ces gens-là, il faudrait juste les remettre en lien avec eux-mêmes, j'imagine, avant toute chose, mais évidemment avec les autres. Ouais, ces gens-là, ce dont ils ont besoin, c'est de beaucoup d'accueil empathique. C'est d'une grande compassion, c'est d'une grande. Moi, je vois des gens à mes stages qui viennent et qui sont profondément blessés, qui sont profondément meurtris, et que je vois que plus en fait, je peux les accompagner avec cette qualité d'empathie, avec cette qualité de compassion, avec cette qualité d'accueil empathique. Et plus ces personnes, du coup, elles se détendent, et que plus, il y a vraiment quelque chose au niveau cellulaire, au niveau corporel qui se détend, parce que elles ont la confiance et la sécurité que peu importe ce qu'elles disent ou ce qu'elles vivent, elles peuvent être accueillies avec cette empathie. C'est ça. Et en étant ce qu'elles sont aussi. Et ça, je pense que... En étant ce qu'elles sont. Ça peut être assez magnifique, ouais. Alors, parlons peut-être plus concrètement. J'imagine qu'évidemment, c'est un outil... qui passe par des exercices. Alors raconte-nous. Quand on commence à se former à la communication non violente, on a déjà, j'imagine, l'observation des rapports que l'on a avec les autres, des rapports que l'on a avec soi. Est-ce qu'il y a 2-3 outils qui sont utilisés en CNV Alors oui, on va apprendre les étapes de la communication non violente. Et c'est vrai que les étapes, parfois, en communication non violente, elles peuvent être un peu frustrantes parce que les gens ont l'impression que c'est comme une espèce de gamme qu'il faut faire, et donc du coup que c'est pas naturel, et que ça peut gonfler aussi les gens. Par exemple, oui, quand je te vois mettre ton sac sur la table, je me sens frustrée parce que j'ai besoin d'ordre. Est-ce que tu veux bien l'enlever? Voilà, donc on voit bien que dit de cette manière-là, ça n'a pas du tout de goût, et que les gens, ils n'ont pas envie de contribuer et de collaborer avec nous. D'accord ? Et donc ça a été aussi, je pense, une grande critique de la communication non violente à un moment où les gens, ils n'avaient pas cette finesse en fait pour utiliser l'outil d'une manière qui soit dans la création du lien avec l'autre. Naturel, spontané. Spontané. Mais c'est comme tout, ça s'intègre, ça finit par s'intégrer. Si on parle de son propre besoin qui à ce moment-là peut être remis en question, complètement, ça va venir naturellement. C'est ça. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est que plus on l'utilise, même avec soi-même, de manière silencieuse au début, qu'on n'est pas forcément en lien avec l'autre, mais que on utilise cet outil de l'auto-empathie, c'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer à l'extérieur de nous, on peut utiliser l'outil de l'auto-empathie, donc observer qu'est-ce qui le facteur qui déclenche en nous une émotion. D'accord ? Donc ça peut être par exemple, quand tu me dis que je suis égoïste, voilà, quand j'entends que tu me dis que je suis égoïste, là tout de suite, je t'avoue que je suis un petit peu désemparée et puis un peu blessée aussi, parce que j'aimerais bien comprendre ce qui se passe pour toi. Et puis voilà, est-ce que tu veux bien me dire qu'est-ce qui te fait dire ça ? Donc tu vois, c'est ça, c'est dire l'observation, hein ? Donc qu'est-ce que l'autre fait ou dit et qui nous stimule ? Ensuite, dire comment on se sent avec soi, et de manière sincère, qu'est-ce qui est vivant, c'est-à-dire quelle émotion est présente. Et ça, parfois, c'est un peu délicat parce que du coup, on est un peu coupé de nos émotions, donc ça prend un temps de réapprentissage à notre univers émotionnel. Il y a aussi la connexion
à nos besoins, que chaque sentiment est connecté directement à un besoin. Donc là, ce sentiment, ce serait un besoin de, par exemple, moi j'aurais besoin de compréhension, et puis de pouvoir être accueilli de manière inconditionnelle, par exemple, et puis de faire une demande à l'autre. Par exemple, là, ce serait, qu'est-ce qui se passe pour toi, ou est-ce que tu peux m'en dire plus, voilà. Donc voilà, on va apprendre dans l'étape de l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. On va apprendre à entrer en lien avec l'autre d'une manière qui soit authentique, donc, et à l'exprimer aussi à l'autre. Une fois qu'on a fait ce travail de soi à soi, en silence, de regarder comment je me sens, de quoi j'ai besoin, etc., ensuite, je peux aller vers l'autre. Hein. Et là, pour moi, le deuxième outil, c'est l'expression authentique. Et souvent, ce que je vois, c'est que les gens ont peur de s'exprimer de manière authentique, parce que il y a plusieurs peurs. Ils ont peur de blesser les autres. Il y a aussi une autre peur, en fait, qu'on va pas être accueilli dans ce qu'on va dire et que ça va faire réagir l'autre. Et donc, on n'a pas l'outil, le troisième outil de la communication non violente, qui est l'écoute empathique. Il faut se muscler en écoute empathique pour que peu importe ce que la personne elle nous réponde en face, on puisse avoir cette ressource d'écouter l'autre avec empathie, en fait. Et donc, voilà, en communication non violente, peu importe ce qui se passe, on va jouer avec ces trois processus. L'auto-empathie, donc vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. L'expression authentique, de dire les choses à l'autre de manière authentique. Comme on les ressent. Comme on les ressent. Et puis ça peut être l'expression authentique, attention, c'est pas quelque chose de gentil. C'est à la fois quelque chose de vraiment ancré, qui est en lien profond avec notre authenticité, et en même temps, de savoir que voilà, c'est aussi respectueux de l'autre, hein, parce que l'autre en face de nous, quand être authentique, c'est pas de dire ouais franchement qu'est-ce que ça pourrait être de dire ouais je te trouve un peu gonflé quand même, hein, de venir tous les jours me demander si j'ai pas un peu d'argent, tu vois, par exemple, d'accord. Donc être authentique, c'est pas ça non plus, hein. Être authentique, c'est vraiment être connecté avec ce qui est vivant en soi, c'est-à-dire ses sentiments et ses besoins. Et de dire, voilà, quand tu viens me demander tous les jours un peu d'argent, si je parle à mon fils, par exemple, voilà, je suis un peu, je t'avoue, je suis un peu frustrée. Parce que, ouais, je crois que j'ai besoin de considération et de respect pour moi, pour tous les efforts que je fais à générer cet argent, quoi. Et je crois que j'ai besoin de soutien aussi. Est-ce que tu voudrais bien, toi, par exemple, faire des petits travaux, ou bien commencer à m'aider aussi pour que il y ait de l'équité, de la justice là-dedans. Voilà. Et donc, c'est de pouvoir transformer, en fait, tout ce qu'on pense sur l'autre d'une manière qui soit connectée à nos sentiments et à nos besoins. Mmh. D'accord ? Et donc, c'est pas de dire tout et n'importe quoi en étant authentique. C'est d'être connecté à un espace en nous qui est profondément aligné avec notre énergie de vie et nos valeurs, nos besoins. Et donc l'écoute empathique, dans un deuxième versant, c'est un peu savoir accueillir aussi le discours de la personne que l'on a en face de soi, sans jugement, juste en laissant l'espace pour qu'il puisse s'exprimer, même si, comme tu le soulignes, c'est pas toujours très positif. Voilà, enfin, c'est ça. Ouais. Ça peut être intense parfois, d'accord ? Ouais. Mais c'est pas bien ou mal. C'est juste qu'on va apprendre à danser, hein, dans cette intensité, dans ce tango-là, et que du coup, on va accueillir l'autre, peu importe ce qu'il me répond, et bien que j'ai aussi la confiance que je peux traduire tout ce que l'autre me dit et deviner ses sentiments et ses besoins à lui. D'accord ? Et donc, ça peut être... Mais bon, alors si mon fils, voilà, je dis ça à mon fils et il me répond oui, mais de toute façon, maman, de toute façon, t'es jamais là, d'accord, pour m'aider, moi je suis souvent à la maison tout seul et que voilà, moi ce soutien-là, je le reçois pas non plus de mon côté, quoi. Donc la personne, elle va réagir parfois à ce que nous on dit, même si on exprime de manière authentique nos sentiments et nos besoins. Et là, ce sera à moi de pouvoir aussi accueillir ce que l'autre me dit en termes de sentiments et de besoins. Quand tu me dis que voilà, je suis jamais là, est-ce qu'il y a une part de toi où tu es frustré, tu es fâché, est-ce que tu te sens démuni aussi parce que toi aussi tu aurais besoin de voilà, peut-être
De considération. De considération et puis d'accompagnement, d'être accompagné aussi, tu vois, pour pouvoir savoir comment générer cette sécurité financière, cette abondance. Est-ce que tu aurais besoin de soutien là-dedans? Et puis l'idée derrière, c'est peut-être quand on est en écoute attentive, c'est de ne pas se juger soi, de ne pas culpabiliser. Oui, ça c'est... Et même parfois ne peut-être pas le prendre pour soi. Tu sais, il y a un accord Toltec qui dit ne prenez jamais les choses pour vous. Complètement. C'est vrai que la culpabilité, c'est un gros piège en fait. Parce que Marshall Rosenberg disait que c'est facile d'être coupable. Mais que derrière la culpabilité, eh ben, il y a des émotions. La culpabilité, c'est pas vraiment une émotion, en fait. C'est plus comme un jugement que l'on porte sur soi. Ouais. Et donc, en CNV, on va apprendre aussi à transformer la culpabilité d'une manière qui soit beaucoup plus connectée. Et parfois, ce qui est douloureux dans la culpabilité, c'est qu'on a un deuil à faire. On a un deuil d'un besoin à faire ou d'une certaine... un deuil de quoi? D'une image parfaite de soi ou... Par exemple, voilà, allez, on va dire que je suis avec une amie et tout d'un coup, je m'emporte et je lui dis quelque chose que je voulais pas dire en fait. Et je la blesse. D'accord? Et donc la personne, elle part. Et ensuite, moi, je vais rester avec cette culpabilité-là. Et donc, soit je peux rester avec cette culpabilité, et je peux rester longtemps, pendant des jours et des semaines, à me dire ouais bah franchement, j'aurais pas dû être aussi réactive. Hein. Ouais bah de toute façon, je suis nulle et même si je fais de la communication non violente depuis des années, je vois que je fais encore des erreurs comme ça et je suis voilà, je vais arrêter parce que de toute façon, je suis nulle avec ça. Et donc on va se flageller. La communication, la culpabilité, c'est ça, c'est vraiment cette espèce d'émotion qui est imbriquée avec une pensée que l'on a sur soi. Et donc tout le travail en communication non violente, ça va être de transformer cette culpabilité et de prendre la pleine responsabilité et de faire le deuil des besoins qui n'ont pas été satisfaits à ce moment-là. Et donc ça va être ainsi où je vais dire voilà, je vais transformer ça, je vais me donner de l'auto-empathie, donc observation, sentiment, besoin, demande. Et je vais dire, waouh, quand je me souviens de ma réaction vis-à-vis de ma copine, là tout de suite, ce qui est présent, c'est que je me sens profondément triste et je me sens profondément désolée aussi. Parce que j'aurais tellement aimé pouvoir être plus délicate, nourrir de la délicatesse, nourrir du tact, nourrir aussi une forme de soin une forme de soin vis-à-vis d'elle. Et ça s'est pas passé à ce moment-là et je fais vraiment le deuil de ça. Et donc, derrière la culpabilité, il va y avoir à faire un travail de deuil des besoins qui n'ont pas été nourris à un moment donné. Et pour moi, c'est ça le travail de pardon de soi. Quand on dit pardon, pour moi, c'est plus comme un travail d'apprendre à ressentir dans son corps et de faire le deuil des besoins qui n'ont pas été satisfaits à un moment donné où j'ai fait quelque chose et qui n'est pas harmonieux pour moi ou pour l'autre. Et je peux revenir vers la personne et vraiment, avec tout mon cœur, lui dire, écoute, voilà, Caroline, tu vois, je ne sais même pas si tu vas vouloir me reparler, mais de te dire, ça fait 2 semaines que je suis avec ça. Et je voulais te dire à quel point je me sens profondément triste, je me sens désolée, parce que j'aurais tellement eu envie de nourrir plus de délicatesse, plus de soin, plus de tact dans la manière dont je t'ai parlé. Et en même temps, j'aimerais aussi être entendue dans le fait que ce que tu as dit, j'ai été aussi blessée et qu'à ce moment-là, j'ai pas trouvé les ressources en fait pour pouvoir m'accueillir avec cette bienveillance, m'accueillir avec compassion. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu serais d'accord pour que maintenant on puisse reparler de cette situation d'une manière où vraiment on puisse être dans une authenticité et s'écouter l'une l'autre. Est-ce que ce serait OK pour toi? Évidemment. Voilà. Alors, moi, j'ai cette question souvent, tu sais, quand on est dans des communications un peu compliquées, qui montent légèrement en tension, ouais, de se dire, est-ce qu'on laisserait pas un temps pour laisser les choses reposer? Moi, j'ai tendance à avoir un petit peu cette réaction. Alors, évidemment, il y a des moments où, on n'a pas le choix que de laisser un temps. On est obligé d'avoir une réaction dans cet instant-là. Mais est-ce que l'idéal, ce serait de laisser les choses un peu se poser, comme tu le disais, pour peut-être identifier ce qui se passe en soi, ses besoins, et puis d'en reparler le lendemain, par exemple? Alors, j'adore ta question, parce que effectivement, c'est comme si on se donne pas l'autorisation.
quand on voit que le feu il monte, d'accord, de toute façon, on n'a pas les ressources à ce moment-là. Et de toute façon, on va blesser la relation. Et donc, pour moi, un des outils que vraiment j'apprends, que ce soit aux parents, que ce soit au couple, c'est de dire stop. Dès qu'on sent en fait que la sauce elle monte et que à un moment donné, eh ben l'émotion elle va être trop forte et qu'on va pas pouvoir gérer ça. Est-ce que on peut pas dire juste, écoute, stop. Là, je crois que j'ai vraiment besoin d'un temps pour moi, d'une pause. Je vais aller me donner un petit peu d'auto-empathie justement, et puis je reviens vers toi après. Ou bien même, c'est pas nécessaire que ce soit aussi long, mais juste d'avoir un code, par exemple, avec les personnes qui nous sont proches, de dire, écoute, là stop. Là, si je dis un mot de plus, je vais te blesser. Et donc, à quel point c'est au service en fait de faire un temps de pause, de dire stop, de partir quelque part, soit de décharger son émotion, soit de pleurer, soit de crier, soit de taper dans un coussin ou je ne sais quoi. Et puis ensuite, voilà, lorsque l'émotion elle est un petit peu apaisée, de pouvoir se donner cette auto-empathie. Quand il m'a dit ça, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça et maintenant quelle demande je peux me faire pour aller à la rencontre de mon besoin. Donc l'idéal, c'est ce temps de pause en fait, à mettre en place. L'idéal, voilà, une fois que voilà le feu dans la relation et dans la conversation, il est trop engagé, trop gros. Et ben, c'est d'avoir cette prise de conscience là que à tout moment on peut dire stop. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, je peux vraiment dire que ça marche. Ouais. Parfois, c'est juste un peu compliqué. Je pense qu'il y a des moments où c'est irrépressible, mais évidemment, ça vient aussi mettre en lumière des choses en nous. Je pense que de toute façon, c'est des pistes de réflexion intéressantes sur soi. Mais quand on a du mal, tu sais, on est dans le truc. Enfin, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire, et les auditeurs qui nous écoutent aussi. Bien on n'a pas envie de lâcher, quoi. On a envie de continuer, d'être dans le combat. Et alors que là, il faudrait. Alors on va l'être. Oui, ça va mal finir. De toute façon, voilà. Et donc on va avoir les conséquences de nos actes, et c'est ok. Et donc petit à petit, en fait, c'est d'apprendre en fait qu'il y a une autre manière, d'accueillir ses émotions, ses besoins, de pouvoir et que peut-être que on va se dire de toute façon, on a fait ça pendant 20 ans. Donc on va peut-être faire ça encore pendant 1 ou 2 ans, c'est OK. Et en même temps, on va apprendre une autre manière aussi d'être en relation et être en communication. C'est quoi le problème? Hein? J'avais un souvenir très drôle d'un petit déjeuner qui avait mal tourné. On a fini par se balancer les tartines dessus. Et cette image, je pense, me restera toute ma vie. Après, à nettoyer le beurre et la confiture sur les murs. C'est vrai qu'on aurait dû éviter les choses. Voilà, en tout cas, on aurait dû y mettre un temps de pause. Bon, mais c'est passionnant. Et puis finalement, tout ce que tu nous transmets aujourd'hui, on peut déjà le mettre en œuvre dans notre vie. Là, voilà, on quitte cette émission, on termine, et puis on peut commencer à mettre un peu de sens, en fait, dans les communications que l'on a avec les autres. Clairement, clairement. Et donc, pour moi, la première chose à faire, c'est déjà au quotidien, il y a 10 000 choses qui nous stimulent, et donc de déjà regarder, de prendre un temps, à chaque fois quelque chose qui déclenche en nous une réaction, on peut se dire comment je me sens et de quoi j'ai besoin dans cette situation, quel besoin est pas satisfait chez moi dans cette situation. Et donc il y a plein de listes de sentiments et de besoins qui existent sur Internet. Moi j'en ai une sur mon site internet, dianebaran.fr, et je pense que tu donneras tout à l'heure le site. Et donc on peut le télécharger gratuitement aussi. Et donc moi pendant les premières années où j'ai appris la communication non violente, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'étais avec mes listes des sentiments et des besoins, et donc je me faisais une rééducation en me disant de toute façon, est-ce que j'ai autre chose à faire là que de voir qu'est-ce qui est authentique en moi et de voir qu'est-ce qui se passe en termes de sentiments et de besoins. Et ça, c'est très apaisant en fait déjà. Rien que ça. J'imagine que transmettre ça aux enfants, c'est déjà leur donner de grandes chances pour l'avenir, mais qu'ils ont une intégration beaucoup plus fluide et rapide. Ouais, alors j'aime bien parce que pour les enfants, voilà, dès que nous, c'est pas tant qu'on va leur transmettre, c'est que dès que les adultes, ils commencent à incarner ça dans leur vie, les enfants, ils comprennent, mais très très rapidement, et que ça devient un langage naturel pour eux, en fait. Voilà. Et donc, pour avoir travaillé beaucoup avec des parents, avec des enfants, je vois à quel point c'est une grande sécurité pour eux d'avoir des parents qui incarnent cette façon d'être au monde, en fait. Et puis même, je pense à l'école et à tous les conflits. Évidemment, comme on le disait en début d'émission, ça n'évitera pas de rentrer encore en conflit avec des êtres. C'est juste que ça permettra d'y mettre du sens. Et dans toutes les scolarités où parfois les enfants se déchirent,
bon bah si dès leur plus jeune âge les parents incarnent en fait cette communication non violente déjà entre eux, hein, parce que combien d'enfants ont été traumatisés de voir les parents se hurler dessus continuellement. Je pense que ça ça reste un traumatisme complètement. Et dans la lignée de ce que tu dis, je vois qu'il y a de plus en plus d'écoles aujourd'hui à travers le monde qui instaurent la médiation. Et donc entre eux, ils vont être à 3. Donc les 2 personnes, par exemple, qui ont le conflit, il va y avoir un médiateur. Et dès tout jeunes, dès 6 ans, en fait, ils vont commencer à faire de la médiation entre eux. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire de voir ça. Et à quel point ils vont donc petit à petit avoir un vocabulaire, une intelligence émotionnelle, et c'est cette empathie aussi naturelle. Et pour les enfants, c'est vrai que c'est assez naturel. Et moi, je suis juste émerveillée de voir ça, quoi. Et puis finalement, j'imagine qu'après, dans la vie quotidienne, on est tellement plus en paix, en harmonie avec les gens autour de soi, les inconnus que l'on croise, les êtres avec lesquels on travaille, les gens avec lesquels on vit, notre famille. Enfin, c'est finalement dans toutes les sphères de notre vie que ça vient aussi s'instaurer. Là, on est des aides de communication. C'est clair. Ouais, on est des aides de communication. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, on peut pas s'empêcher d'être en relation. Je veux dire, tous les jours, on est en relation, et donc de commencer à prendre ces compétences relationnelles, pour moi, c'est vraiment un investissement. C'est un investissement complètement. C'est clair. C'est un investissement, ouais. Pour le bonheur, pour le bien-être, et aussi pour le bonheur et la tranquillité des gens autour de soi, parce qu'on sait très bien, et d'où l'importance de bosser avant tout sur soi, c'est que on fait pas pâtir les autres autour de nous de nos conflits personnels, de nos traumatismes, de nos blessures. Complètement. C'est vraiment ça. C'est installer la paix en soi avec les autres, et donc ça va aussi avoir un reflet et un impact sur la société. Donc pour moi, on est peut-être une des premières générations qui avons cette chance d'avoir ces outils, de pouvoir commencer à travailler sur soi, de pouvoir instaurer en fait ces compétences relationnelles. Et ce que je vois, c'est que les prochaines générations, elles vont avoir beaucoup plus de plaisir à être en relation que nous on l'a été en fait. Et en y mettant beaucoup plus de sens. Et en y mettant plus de sens. Ouais. Alors, ma chère Diane, on invite les gens à se rendre sur ton site internet. Donc, c'est www.dianebaran.fr. Donc, on affichera l'adresse sur la plateforme. Et donc, du 1er au 5 août, du 1er au 5 août, tu organises un stage, Oser être pleinement Vivant, exactement. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai écrit à moitié sur mon cahier, c'est la fin d'après-midi. Oser être pleinement vivant, donc j'imagine qu'on trouve toutes les infos directement via ton site. Oui. Est-ce qu'on peut juste avoir ton adresse mail si les gens ont envie de te faire leur retour sur cette émission? Oui, bien, avec grand plaisir. Et alors c'est Diane Baran Formation, avec un S tout attaché, Diane Baran Formation, @gmail.com. Super. Un grand merci, c'était une communication très agréable en tout cas entre toutes les deux aujourd'hui. Très Écoute, tu es la bienvenue pour venir nous parler de nouveau de tes projets autour de la communication. C'est beaucoup plus large finalement. Là aujourd'hui, on a pris un peu ce thème de prédilection, mais là on le voit d'ailleurs à travers ce stage ou à travers d'autres outils aussi. Tu permets aux gens de cheminer un petit peu plus vers eux-mêmes. Exactement. Un grand merci Diane pour toutes ces informations. À bientôt. À bientôt.